Parlons, si on peut faire, à la fois des mobiles Tribe, ce qui nous propulse pour une action, d'une cause subjective, de l'autre de l'inclination, et contre-distingue les mobiles des motifs. C'est bizarre, c'est une notion aujourd'hui esthétique, mobile et un motif, comme une composition de conditionnements immanents qui explique la cause, soi-disant objective, de notre action. Alors d'une part les mobiles, d'autre part les motifs, les tribes et les dessins arabesques de l'urbanisme et du pouvoir, imbroglio urbain. Kant ajoute une troisième et dernière instance qui sera la formulation de la loi morale, notre autoprésentation dans la loi, en énonçant une formule encore valable comme champ universalisable, ce qu'il appelle maxime d'une action, notre formulation de la loi morale, qui est elle-même incompréhensible, presque indicible. Mais notre formulation épocale vaut comme loi, comme si ce sera valable comme une loi de la nature. Comme si, c'est-à-dire aussi certain, aussi assertorique, aussi apodictique que possible. Alors, maxime, finalement, notre autoprésentation devant la loi, lui, il dirait s'auto-législation en harmonie, au moins avec l'instance de la loi, qui prend une figure dans cette maxime qui cite l'humanité, fin moyen, agit de telle sorte que l'humanité, toujours en ta personne aussi que dans la personne de tout le monde, ne soit pas traitée toujours en même temps qu'enfin, ne soit jamais traité simplement comme un moyen, mais soit toujours en même temps comme fin. Voilà. On peut apprendre par cœur, il faut l'apprendre. Et puis, rester devant cette énigme de toujours en même temps, comme fin, l'humanité.
ce vocable remplace la loi morale impénétrable et on fournit une figure encore vague, comme une idée vague, l'humanité comme une idée, mais vague. Pourquoi vague? Comme bonheur d'ailleurs. Une idée vague. Parce que ça se rapporte à notre action. C'est la loi qui parle en fait, c'est-à-dire ici l'humanité, qui nous dit, en tutoyant, ça il ne faut pas oublier, agis, toi, agis de telle sorte que je ne peux pas te dire cette manière précisément. Invente un moyen. Trouver un moyen? Non. Invente, agis de telle sorte qu'il n'y a pas de mode préétabli. Il y a des modes, des conditions à dépasser pour cette invention qui ne te regarde, qui ne regarde qu'à toi. Agis de telle sorte que, c'est-à-dire invente cette façon d'agir. Dans cette façon, l'humanité ne sera pas traitée simplement comme un moyen, comme un instrument. C'est-à-dire que l'humanité, telle qu'elle est, telle que nous la trouvons devant nous, comme l'exemple de l'humanité, une communauté, une assemblage d'humains peut être parfaitement utilisée comme moyen, ne serait-ce que dans une transaction commerciale ou dans le travail salarié, n'est-ce pas, un instrument payé, donnant, interaction et commerce. Maître et l'ouvrier. L'humanité est toujours traitée comme moyen en vue de quelque chose. Ici, le problème central, c'est en vue de quoi? La fin. L'humanité, voilà, l'impératif, l'humanité soit traitée avec ton invention, toujours en même temps comme fin. Toujours en même temps. Voilà, c'est ça l'énigme, toujours. Quoi que ce soit, dans le pire cas de l'instrumentalisation de l'humain, dans le pire cas de l'esclavage, en même temps, ce petit en même temps qui fait une bizarre disjonction dans la chronologie du temps, du toujours, le temps du toujours, c'est-à-dire toujours, l'impératif c'est toujours, non pas selon les cas, mais dans ce toujours, c'est-à-dire qui englobe tout le temps ensemble, dans tous ces molécules. Invention, voilà, agit de telle sorte que cette façon, ce mode qui surpasse tous les modes, apporte une nouveauté qui n'est que en même temps. Et voilà. César, les esclaves, et ce en même temps
exigé par l'invention d'un moyen qui invente en même temps l'humanité, tout simplement, c'est-à-dire la loi morale. Mais s'il n'y a pas une exigence qui exige cette invention comme un impératif, y aura-t-il une invention, car il y a plusieurs sortes d'inventions qui se nivellent de plus bas et plus haut, mais cette invention, c'est sous l'égide de la loi qui dit que au-delà de toute affairement, instrumentalisation, tu vises quelque chose qui n'est pas encore là devant toi, mais qui est là comme l'exemple d'une entité qu'on nomme l'humanité et qui n'existe pas encore si tu n'agis pas toujours en même temps envers ces humains comme s'ils étaient des fins en soi, c'est-à-dire uniques exemplaires, parce qu'ils sont mortels, unique apparition, unique instrument, unique, c'est-à-dire il n'y a pas de suite. Ce sont des rois d'aujourd'hui. Je parle toujours des gens instrumentalisés qui sera vu avec un œil confin qui représentant l'humanité inventée. Voilà. Très intriguant. Alors, pourquoi dans cette maxime, la loi morale prend la figure de l'humanité et non pas la nation, le citoyen ou l'ouvrier, n'est-ce pas? Donc, le sujet étant inventé, c'est l'humanité. Et en contraste avec la nation dans la fiction de la Révolution française, qui a inventé une notion qui s'appelle la nation et comme citoyen qui sera en partie de cet grand ensemble. Donc, dans le modèle français, c'est la citoyenneté et le modèle de État-nation qui fonctionne comme l'invention, alors que dans le cas de l'idéalisme allemand, dans la version de Kant et puis dans la version de Hegel, la philosophie spéculative, chez Kant, vise comme fin à inventer par plein d'actions qui passent par les énoncés, discours, l'humanité, et chez Hegel, le sujet étant Geist,
c'est encore plus englobant et excentrique et encore plus unifiant que l'humanité, peut-être. Geist étant inventé parce qu'il est en travail depuis toujours et en même temps, à travers toutes ces instrumentalisations, médiations, tous ces conflits, ce qu'il reste à viser comme l'humanité de Kant, Geist. Voilà. Deux versions. Mais où on fabrique le citoyen dans le discours français et où on fabrique l'humanité dans le discours kantien et où on produit Geist dans le discours hegelien. Voilà, pour les Français, c'était l'Assemblée nationale qui renvoyait aux hommes en conflit éclairé et directement en conflit avec le pouvoir pontifal, disons. Et en Allemagne, dans le discours critique de Kant, c'est dans l'énoncé critique que l'humanité commençait à s'inventer. Et puis, chez Hegel, après Kant, après faculté de philosophie qui donne une unité à toutes les sciences, Geist était inventé dans l'énonciation interminable d'un énonciateur nommé professeur et logé dans un endroit comme temple fondateur, l'université. Le discours universel se logeait dans l'université pour remédier et pour fonder et pour feindre la marche vers la fin de Geist, qui sera unifié avec ses débuts, sa fin. C'est ça là, le savoir absolu. C'est ce qu'on comprend dans ce qu'il a compris. Conscience de soi, visant toute invention passagèrement humaine, c'est-à-dire de l'ordre de médiation, instrument, dispositif, y voir en même temps ce toujours qui reste savoir absolu. À mon avis, chez Hegel est un bon lecteur de Kant. Toujours voir dans le toujours ce en même temps et voir dans ce en même temps, c'est toujours.